Un Disney à 100 millions de brousouf, réalisé par l'équipe du Bossu de Notre-Dame, sur un scénar de Joss Whedon, avec des designs de Mike Mignola, un langage créé par le concepteur du Klingon, zéro chanson, masse, action, aventure, steampunk, Jules Verne, pulp rétro, SF. Bon, et c'est l'Atlantide, l'Empire perdu, c'est pas ouf. D'où la question du jour, l'Atlantide aurait-il pu être un bon Disney ? Ceci est le deuxième hors-série que je consacre au Disney dissident, ces vilains petits canards de la firma Donald. L'Atlantide, sorti en 2001, est réalisé par la même équipe que le Bossu de Notre-Dame, et je ne l'avais jamais vu avant récemment, donc pas moyen de faire appel à ma nostalgie sur ce coup-là. D'ailleurs, je doute que ce soit le Disney préféré de grand monde, même si beaucoup de gens en gardent un souvenir sympatoche, voire culte pour certains irréductibles. Mais putain, avec un pitch et une équipe créative pareille, même à mon âge, ça vend tellement du rêve. Et il y a des choses grandioses dans ce film, et profondément dissidentes par rapport au cahier des charges classique de Disney. Les visuels déjà sont totalement craqués. En même temps, le style est calqué sur celui de Mike Mignola, papa de Hellboy, qui a participé à la direction artistique. Matez-moi ces traits ultra marqués, les designs, la façon de bouger des persos. Non seulement ça n'a presque plus rien à voir avec la patte Disney, mais rien que pour ça le film est une réussite. Même la 3D intégrée à la 2D, le truc à la mode à l'époque et qui a donné des horreurs ailleurs, et ben là ça passe. La brochette de personnages de ce film est tout bonnement incroyable, hyper inspirée, ultra inventive et méga variée. Et puis là aussi ça change, ils ont un côté barjo, crade, badass. En fait ils n'ont clairement pas été conçus pour des enfants. Les mecs ils clopent, ils picolent, c'est des bourrins, des tarés, des crapules avec un humour bien à eux. On a oublié son pyjama, Madame Placard ? Je dors à poil. Motivés par le pognon et la gloire. C'est même pas des gentils en fait, et ça fait un bien fou. En plus de ça, leurs motivations d'anti-héros sont assez fines. C'est pas juste je veux du flouze mais je prends conscience que c'est pas très Charlie alors je vais revenir dans le droit chemin. Par exemple la petite boxeuse. Bon, elle est un peu prête à tout pour avoir du pognon, mais elle en a besoin pour le garage de son père. Du coup son dilemme c'est pas tant entre l'égoïsme et l'altruisme, c'est une tension entre faire une chose bien pour ses proches, mais mauvaise pour d'autres gens qu'elle ne connaît pas et où elle place la limite. Et comme tous les personnages sont très différents, avec des motivations et des personnalités variées, ça donne des schémas assez complexes et des évolutions intéressantes. Tant qu'à faire, comme j'en ai pas parlé dans l'émission sur les princesses Disney et le féminisme, un petit mot sur les nanas. Et là, c'est vraiment impressionnant. Il y a presque plus de variété de physique, d'attitude et de personnalité dans ce film que dans tous les Disney réunis. Et elles sont toutes très indépendantes, cool et carrément badass. À un moment où on essayait vaguement de sortir des princesses un peu rebellounettes, alors là, eux, ils étaient dans le futur. C'est-à-dire qu'ils en étaient même plus à affirmer quoi que ce soit, ils traitent directement les nanas comme des personnages, point. Pas des personnages féminins conçus pour affirmer ci ou ça, non, ils en étaient plus là, les mecs. Tout ça, me direz-vous, est bel et bon, mais finalement, ce potentiel rend le tout encore plus décevant. Je veux dire, ça aurait pu être tellement épique, ils avaient toutes les cartes en main. Le problème central, et j'en suis le premier désolé, c'est que le film est écrit n'importe comment. Bon, de ce que dit Joss Whedon, pratiquement rien de sa version n'a été repris, mais quand même, les mecs du Bossu de Notre-Dame, quoi. J'ai passé une vidéo entière à expliquer à quel point cet autre Disney dissident était bien écrit. Cependant, on peut trouver quelques raisons à ce gros bordel scénaristique. Le Bossu se ratait déjà en ne sachant pas vraiment s'adresser aux enfants, aboutissant à un truc qui passe complètement au-dessus de la tête des mioches. Et pour l'Atlantide, c'est pire. Le film a le cul entre deux bonnes grosses chaises séparées par 50 km de barbelés. Allez, un peu de courage, il faut me remplir tout ça. Avec quoi ? D'un côté, il se veut plus mature, avec des références au pulp ou à Jules Verne, absolument aucune chanson, à part le tube nul du générique de fin. Des personnages de crapules qui fument et picolent ou encore des enjeux très complexes. D'un autre côté, le naturel Disney arrête pas de revenir au grand galop en piétinant toutes les subtilités. Les motivations des personnages, très atypiques et nuancées, finissent par se vautrer dans les clichés manichéens. On tombe même carrément dans ce truc absolument insupportable et condescendant où le gentil blanc vient sauver la civilisation exotique en se permettant même de leur expliquer leur propre culture et comment utiliser leur propre technologie.
Sérieusement. Oui, c'est vous que je regarde Avatar, Kingdom of Heaven et autres derniers samouraïs. Vraiment, arrêtez. Je sais pas, faut coller des amendes aux scénaristes quand ils font ça. Je vois pas d'autre solution, c'est fatigant. Arrêtez de vouloir montrer qu'il faut respecter les autres peuples parce que vous voyez, ils ont tellement à nous apprendre. Si c'est pour dire qu'ils sont pas foutus de se sauver eux-mêmes et que les Américains sont meilleurs qu'eux à leur propre culture. Non, puis ça m'amène à un autre truc, les incohérences. Je vais pas m'amuser à les lister et tous les films en ont, mais sérieusement, là, c'est n'importe quoi. Surtout si vous prétendez faire un truc un peu mature. En gros, l'idée classique, c'est qu'il y avait une civilisation super avancée, l'Atlantide, et boum, cataclysme, tsunami, disparition, Gérard Majax. Le tout parce que leur technologie du turfu leur a pété à la gueule. Et donc, il y a ces Atlantes dans les restes souterrains de leur royaume. Les mêmes Atlantes, hein, ils vivent hyper longtemps, c'est les survivants du cataclysme 8000 ans après. Ça, pas de souci, je suis tout à fait prêt à l'accepter. Leur problème, c'est qu'ils ne savent plus utiliser leur technologie. Alors, bon, comment vous expliquer ça? Mais pourquoi vous savez plus comment vos trucs marchent? Parce qu'on ne sait plus lire notre langue? Quoi? Mais vous la parlez toujours? Mais on ne sait plus la lire. Mais pourquoi? Ce savoir a été perdu lors du grand cataclysme. Et vous étiez déjà là, à ce moment-là, vous saviez bien lire, non? C'est quoi, vous êtes genre amnésique? Ben non, on se souvient de tous les événements. Non, attendez, même si vous savez plus lire, vous saviez bien utiliser les trucs à l'époque. Ce savoir a été perdu lors du grand cataclysme. C'était il y a combien de temps déjà? Oh, 9000 ans à peu près. En 9000 ans, personne parmi vous a réussi à retrouver comment les trucs marchaient. Ce savoir a été perdu. Vous savez, finalement, ça m'étonne pas trop que vous vous soyez fait péter votre technologie à la gueule. Mais toi, tu sais lire notre langue? Tu veux bien redémarrer les... Pas question que je vous laisse quoi que ce soit entre les mains. Même pas la petite moto, là, qui... Surtout pas, moto. Bon, là d'accord, je me moque, mais je vous jure que c'est ça les explications du film. Et tout ce qui tourne autour de l'Atlantide, c'est comme ça, complètement bancal, ça a aucun sens. À la limite, si on s'en fout parce que c'est pour des enfants, faites un truc simple, pas un truc tiré par les cheveux comme ça. Pareil, c'est pas grave, mais le perso il est linguiste, ça aurait pu être super intéressant, ils ont même inventé une langue pour le film. Et comment dire, c'est festival. Genre, comment un jeune linguiste peut déchiffrer et parler correctement l'Atlante, alors qu'eux, ils ont pas réussi à déchiffrer leur propre langue, qu'ils parlent couramment en 9000 ans. Ou alors... Do you speak English? Oh yes, of course. Comment se fait-il qu'ils connaissent toutes ces langues? L'Atlante est probablement la racine de toutes les langues. Et puis, il y a eu la tour de Babel. Ça va, ça. Oui, bien sûr, et un Indo-Européen, il pourrait instinctivement parler français, grec, allemand, breton, lituanien, perse... S'appuyant sur une traduction séculaire d'un texte norvégien, les historiens sont persuadés que le manuscrit se trouve en Irlande. Il s'avère que l'une de ces lettres a été même mal traduite. Nous découvrons que le manuscrit du berger, la clé de l'Atlantide, loin d'être en Irlande, se trouve en Islande. Les linguistes arrivent à mal traduire une lettre d'un alphabet qui traduisent tout le temps. Non, puis ça implique que les Vikings appelaient eux aussi l'Irlande l'Irlande et l'Islande l'Islande, l'écrivaient pareil et que les runes sont équivalentes à notre alphabet. Sérieux les mecs. Non, allez, stop, on n'est pas là pour ça, mais c'est vraiment tout le temps comme ça. Tout ce que je veux dire, c'est que le film fait appel à plein de trucs intelligents, mais de manière débile et bordélique. Résultat, au lieu d'avoir un truc basique et carré façon Disney, ou un truc riche et complexe façon Bossu de Notre-Dame, on a juste un gloubi-boulga incompréhensible. Là encore, on peut trouver des raisons à ça. À l'origine, le scénario était 2 fois plus long que celui d'un Disney classique, et ils ont dû le caviarder. Par exemple, l'expédition vers l'Atlantide devait être bien plus longue, et il devait y avoir une séquence où une putain d'armée de vikings lâchèrent. Les personnages secondaires, pourtant tellement plus intéressants que le héros, ont perdu en développement au profit de Milo, qui est juste typiquement la figure du nerd maladroit, mais tellement attachant que vous allez apprendre à l'aimer. Bon, et puis les Atlantes, j'en parle même pas, après 5 minutes d'exposition, ils passent en mode figuration. Pour finir, il y a un truc que je pardonne pas. Un truc tellement symptomatique de ce film. Le putain de symbole ultime qu'ils avaient de l'or dans les mains et qu'ils ont fait n'importe quoi avec. Comment ont-ils pu faire ça à ce personnage? Et là, je parle de Kida. Vous savez ce que j'ai dit sur les personnages féminins du film? Et vous avez peut-être vu mon émission sur les princesses Disney. Kida avait tout pour écraser toutes les autres. Le no-match total.
Le chara-design, comme toujours dans ce film, est exceptionnel. Hyper original par rapport aux autres Disney, ultra cool, très sexy mais pas du tout sur le mode potiche. Elle est juste trop stylée et son animation est tellement vivante, pleine de personnalité, je vois vraiment pas comment les autres peuvent tester. En plus, elle a tout. Guerrière, femme d'action, sage, intelligente, très affirmée dans ses idées, centrale dans les enjeux et les actions. Mais Kida apparaît environ à la 40e minute, et 20 minutes plus tard, elle est pétrifiée. Putain, t'es sérieux, Didier? T'avais un personnage féminin qui pouvait écraser toutes les princesses Disney et t'en fais un putain de bijou pour le reste du film? Comment on peut être plus un personnage fonction que ça? Comment un personnage féminin peut-il être plus résumé à un simple enjeu que ça? T'es un caillou super important. Bouge plus, laisse les gentils et les méchants se battre pour ta fiole. Maintenant, t'es littéralement une femme objet. Non mais, je vous rassure, hein, elle revient à la fin, pour récompenser le héros. Merde. Juste merde. C'est compliqué pour moi de dire si l'Atlantide est un bon film. Je vous jure, ça me fait un peu mourir à l'intérieur. Je peux pas jeter aux orties un univers aussi cool et des visuels aussi impressionnants, des personnages aussi atypiques et réussis. La note d'intention à elle seule, c'est du génie. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir une profonde déception face au résultat ni figue ni raisin qu'un truc aussi prometteur a donné. Alors est-ce que l'Atlantide est un bon Disney? Je me demande surtout s'il pouvait être un bon Disney. Charcuté à 96 minutes alors que les 2 premiers actes étaient conçus pour en durer 120 à eux seuls, décidé à être adulte mais condamné à chercher à plaire aux mômes, piétiné par des clichés exécutés à contre-cœur, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'Atlantide aurait pu être un chef-d'œuvre ailleurs. J'adore Disney, mais je crois que ce projet n'était tout simplement pas pour eux. En tout cas, pas à ce moment-là, et pas comme ça. L'Atlantide cherche très fort à être un projet original, touffu et ambitieux. Le classique d'aventure épique, steampunk et pop culture, la rupture jouissive avec ce qui se faisait à ce moment-là, et qui se donne les moyens de l'être en réunissant les créatifs les plus aptes à réussir ce coup de maître. Par certains côtés, c'est déjà ce qu'il est, mais dans une version rabougrie, bancale, qui ne laisse qu'entrevoir le monument qu'il était passionnément prêt à être. On va tous crever.